Le monde entier a les yeux rivés sur le Moyen-Orient et une fois de plus, Israël est à l'épicentre de ce conflit. Israël déclare officiellement la guerre au Hamas alors qu'il lutte pour repousser les militants hors de son territoire. Mais il y a quand même une grosse différence avec les guerres israélo-arabes des années 60 et 70. Cette fois-ci, l'attaque surprise contre l'État hébreu n'a pas été menée par un front arabe uni, mais par une seule organisation terroriste. Ça rappelle plutôt les guerres israéliennes contre l'Organisation de libération de la Palestine au Liban en 82 et contre le Hezbollah en 2006. Mais le risque d'escalade du conflit, il est réel. La région est sur le point de s'embraser. C'est certainement pas la première fois que ça se produit. Mais parmi tous les ennemis de l'État hébreu, lequel est le plus susceptible de l'attaquer? Avertissement de l'Iran à l'ONU. Si Israël envahit Gaza, nous interviendrons. Nous avons le doigt sur la gâchette. Le régime des ayatollahs est formel. La guerre couve au Moyen-Orient. L'Iran est quand même l'une des 3 principales puissances de la région, faut certainement pas sous-estimer ses capacités militaires. Un affrontement de cette ampleur aurait des répercussions mondiales, surtout que ce qui inquiète réellement les analystes, c'est une possible entrée des États-Unis dans le conflit. Or, avec une guerre Iran versus USA, on change tout de suite de dimension. Du coup, chez Diplo, on s'est posé quelques questions. Aujourd'hui, comment vont les relations irano-états-uniennes et quelle serait l'issue d'un conflit entre la première puissance mondiale et ce géant moyen-oriental qu'est l'Iran? Allez, on démarre. La descente aux enfers. Que les relations irano-états-uniennes sont exécrables, c'est pas un scoop. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. En fait, il fut un temps où ils étaient de bons amis. Le tournant, c'est la révolution islamique de 79. Mais n'allons pas trop vite. Commençons par le début. Cette amitié, elle était née 10 ans après l'indépendance de l'Iran en 43. Au travers de l'opération Ajax de 53, Washington et Londres ont soutenu le coup d'État qui avait mené à la destitution du premier ministre de l'époque, Mohammad Mossadegh, suite à la nationalisation de l'Anglo-Persian Oil Company, ce qui menaçait directement leurs intérêts dans la région. C'est à ce moment-là que Reza Pahlavi devient Shah d'Iran. Mais à l'époque, il est extrêmement impopulaire parmi la population iranienne. En réalité, c'est grâce au soutien de l'oncle Sam qu'il accède au pouvoir, ce qui finit par sceller l'amitié irano-états-unienne. Pour bien saisir à quel point leur lien était étroit, en 54, le Shah a accordé aux compagnies pétrolières états-uniennes un permis de 25 ans pour forer et extraire le pétrole iranien, une industrie qui avait pourtant été nationalisée quelques années auparavant. Ensuite, en 57, les deux alliés signent un accord de coopération nucléaire civile qui pose les bases du programme nucléaire iranien. D'ailleurs, l'Iran ouvre sa première centrale nucléaire en 1967, même qu'en 72, le président US de l'époque, Richard Nixon, a promis au Shah d'Iran qu'il pourrait leur acheter des armements non nucléaires pour protéger les intérêts des États-Unis au Moyen-Orient contre le géant soviétique. Mais tout part en cacahuète en 79. La révolution islamique renverse le Shah d'Iran. L'ayatollah Khomeini qui lui succède au pouvoir. L'Iran devient une république islamique et les États-Unis deviennent, avec Israël, l'ennemi à abattre. Depuis, on assiste à une longue descente aux enfers. Entre 79 et 81, c'est-à-dire au tout début du règne des gardiens de la Révolution, l'ambassade US à Téhéran est prise d'assaut et une cinquantaine de diplomates sont pris en otage durant 444 jours. Et autant vous dire que le soutien états-unien à Saddam Hussein durant la guerre irako-iranienne entre 80 et 88, c'est vraiment pas passé auprès des autorités iraniennes. D'ailleurs, les USA en ont aussi profité pour imposer un paquet de sanctions à l'Iran. Mais ça, c'était surtout pour faire le show. Et ouais, en toute discrétion, les États-Unis ont continué à fournir des armes à l'Iran dans les années 80. Et même Israël l'a fait. Alors pourquoi? En fait, les USA voulaient que l'Irak et l'Iran se neutralisent mutuellement et s'affaiblissent. Un plan qui a plutôt bien fonctionné et qui explique pourquoi la guerre entre les deux voisins a duré aussi longtemps, 8 longues années. En plus de l'intérêt géostratégique, le complexe militaro-industriel se faisait un paquet de pognon en vendant des armements aux deux camps. Et puis les armes états-uniennes, elles coûtent cher. Donc l'Irak comme l'Iran devaient vendre
vendre beaucoup mais alors beaucoup de pétrole pour financer leurs efforts de guerre respectifs, d'où les prix très bas du pétrole durant la décennie des années 80. Et pour être sûr de ne pas avoir de concurrents et pour empêcher un max de pognon, les États-Unis avaient formellement interdit à tous leurs alliés de vendre des armes à l'Iran. Le sauce, c'est que pour récupérer les milliards de dollars déboursés par l'Iran, supposément sous sanctions, les USA devaient avoir recours à des subterfuges puisque l'argent ne pouvait pas circuler sur le territoire US avant d'avoir été blanchi. Du coup, ils ont exigé de Téhéran qu'il verse cet argent aux Contras, une guérilla qui luttait contre le régime sandiniste au Nicaragua, soutenu par Cuba. Et oui, en 83 et en 85, le Congrès US a interdit à 2 reprises à la Maison-Blanche de financer directement les Contras. Bref, en 87, les Contras perdent la guerre contre les sandinistes et la guerre Iran-Irak s'achève un an plus tard, en 88, parce que les deux pays sont exsangues. Leur économie est à terre et les pertes humaines sont insoutenables. Ce pavé, c'était surtout pour souligner l'ambiguïté des États-Unis concernant les sanctions imposées au régime iranien. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Nettement plus tard, en 2002, après l'attaque contre les tours jumelles, le président US de l'époque, George Bush Jr., a déclaré que l'Iran faisait partie de l'axe du mal, aux côtés des talibans afghans, de l'Irak de Saddam Hussein et de la Corée du Nord de Kim Jong-il. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Il y a quand même eu des moments de répit, même s'ils étaient assez brefs. En 2015, 10 ans après la découverte du programme nucléaire militaire que l'Iran menait en toute clandestinité, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne, ont signé avec l'Iran le JCPOA, le plan d'action global commun. Alors ce plan, il consistait à limiter la capacité nucléaire de l'Iran en le soumettant à une stricte surveillance pour l'empêcher d'obtenir en fin de course l'arme nucléaire. Sauf que quelques années plus tard, en 2018, Trump annonce le retrait des États-Unis du JCPOA. Bref, les relations irano-états-uniennes au cours des 4 dernières décennies n'ont été ni faciles ni limpides, c'est le moins que l'on puisse dire. Allez, chapitre suivant. Des différences insurmontables. On était plein à espérer que le plan d'action global commun marquerait l'entrée dans une nouvelle ère. La déception a été immense. En tout cas, ça nous a prouvé que la paix se négocie durement et qu'elle n'est jamais acquise. Trump abandonne l'accord sur le nucléaire iranien qu'il a longtemps méprisé. Le retrait unilatéral des USA de l'accord sur le programme nucléaire iranien a pris tout le monde de court. Trump dénonçait un accord à la ramasse et refusait de tolérer les menaces creuses, comme il les a appelées, du régime iranien. Washington impose alors à Téhéran une nouvelle salve de sanctions, encore plus sévère que celles auxquelles on avait déjà assisté avant la signature du JCPOA. L'objectif, dissuader la République islamique de continuer le développement de la branche militaire de son programme nucléaire. Sauf que contre toute attente, l'Iran a mis les bouchées doubles. Malgré le désengagement des États-Unis, les pays européens ont tout fait pour maintenir le JCPOA en vigueur. Mais le régime des ayatollahs ne s'est plus senti, à juste titre, tenu de respecter les termes de l'accord. D'après l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran aurait réussi à atteindre en 2019 un taux d'enrichissement d'uranium de 20%. On estime que le seuil pour développer l'arme nucléaire, c'est un uranium enrichi à plus de 90%. Mais depuis, l'Iran a réalisé des progrès considérables dans l'enrichissement de son uranium. En gros, l'Iran est aujourd'hui sur le point de parvenir à son objectif. Et ça passe pas du tout auprès des autorités israéliennes. Nous n'avons plus une période de sécurité d'un an avant une percée et le passage au nucléaire. L'Iran est à 2 semaines d'une percée, à un pas d'arriver à un uranium enrichi à 90%, une quantité suffisante pour une bombe. Afin de transformer la bombe en une arme et achever son adaptation en ogive pour un missile, il faudra encore environ 2 ans. Général brigadier Oren Setter, ancien directeur de la stratégie des forces de défense israéliennes. L'administration Biden, qui tentait alors de renouer le dialogue avec le régime de Téhéran, a compris que ses efforts étaient vains et a serré la vis en remettant une couche de sanctions. L'objectif, isoler l'Iran sur la scène politique internationale. Sauf qu'à force d'ostraciser l'Iran, les USA ont fini par le pousser dans les bras de la Russie. Il est très probable que les ayatollahs eussent préféré se rapprocher de la Chine. Mais à cause des sanctions qui affectent l'Iran, la Chine préfère se maintenir à l'écart pour ne pas mettre en péril son commerce avec l'Occident. D'où la décision de l'Iran de se tourner vers la Russie, un autre État paria soumis à des sanctions occidentales. Au départ, la coopération entre ces deux pays ne concernait que la question énergétique. Mais l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe a poussé l'Iran et la Russie dans une nouvelle direction.
Guerre en Ukraine. Les États-Unis affirment que l'Iran est désormais le principal soutien militaire de la Russie. D'après les autorités de Kiev, depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, l'Iran a envoyé près de 2400 drones à la Russie. On parle de drones kamikazes Shahed 131 et 136, dont le faible coût de production a permis au Kremlin d'en acheter énormément pour soutenir son offensive en Ukraine. Chacun de ces drones coûte en moyenne 2000 $, mais ça coûte entre 14 et 15 000 $ à l'Ukraine de les abattre avant qu'ils ne touchent leur cible. D'ailleurs, l'Iran a donné son accord pour installer une usine de fabrication de drones directement sur le territoire de la Russie. Donc, visiblement, en se rapprochant de l'Iran, la Russie tire bien son épingle du jeu. Mais l'Iran, lui, il en tire quoi? Mais en vrai, le régime iranien, il calcule dans le temps long. Pour lui, le rapprochement avec la Russie est un investissement qui apportera ses fruits à moyen terme. Téhéran espère recevoir des chasseurs, des hélicoptères et des systèmes de défense anti-aériens russes qui sont, il faut bien l'admettre, assez haut de gamme. L'Iran veut aussi apprendre à répliquer la méthode de Moscou pour contourner les sanctions occidentales, mais pour ça, ils ont besoin de ses conseils et de ses orientations. Et finalement, l'Iran aimerait aussi pouvoir compter sur la protection de la Russie au sein des organisations internationales. En tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, Moscou peut poser son veto à toutes les initiatives européennes ou nord-américaines qui pourraient nuire à son allié iranien. D'ailleurs, ce qui inquiète le plus les gouvernements occidentaux, ce n'est pas le programme nucléaire iranien qui menace leurs intérêts régionaux et l'existence même de l'État hébreu, ce n'est pas non plus son rapprochement avec la Russie, mais bien son influence dans la région. Quand l'Iran a quelqu'un dans le viseur, il attaque rarement frontalement. Il préfère plutôt se servir d'un intermédiaire, comme par exemple les organisations du type Hezbollah et Hamas qu'il finance et arme, mais aussi les rebelles houthis au Yémen contre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu droit à un nouveau tournant dans ce conflit Israël-Hamas. Le Yémen déclare la guerre à Israël. Les rebelles houthis au Yémen multiplient les attaques contre Israël. Dernière en date, les tirs d'un missile balistique vers la ville côtière d'Elat, que la défense aérienne israélienne est parvenue à intercepter. Alors, revenons au Hezbollah. On t'en a parlé en long, en large et en travers dans cette vidéo. Mais si t'as un trou de mémoire ou juste la flemme d'aller regarder, on te refait le bref historique. À la base, c'est une organisation terroriste qui est née durant la guerre civile libanaise entre 75 et 90 et qui a fini par devenir aussi un parti politique. Tous les ans, le Hezbollah reçoit via la Syrie des centaines de millions de dollars et des milliers de missiles des mains de l'Iran. Aujourd'hui, le Hezbollah est le principal allié de l'Iran au Proche et au Moyen-Orient. Il contrôle le sud Liban et verrouille la scène politique libanaise. Il permet aussi d'attaquer Israël par le nord si nécessaire. D'ailleurs, le Hezbollah et l'État hébreu se sont déjà mis sur la gueule, mais alors plein de fois. Liban. L'armée israélienne annonce des frappes contre le Hezbollah. Les tensions à la frontière israélo-libanaise font craindre une extension régionale de la guerre entre Israël et le Hamas. Pour l'instant, le Hezbollah n'a pas encore osé lancer une attaque à grande échelle contre Israël, alors que la ligne rouge à ne pas franchir était l'invasion terrestre de Gaza. Gaza, où opère justement l'autre grand allié de l'Iran dans la région, le Hamas. Alors oui, c'est vrai que l'influence de l'Iran sur le Hamas est plus limitée que celle qu'il a sur le Hezbollah, mais ça fait quand même 30 ans que les entités œuvrent ensemble pour fragiliser Israël. En fait, depuis les années 90, l'Iran a versé au Hamas plus de 50 millions de dollars annuels, en plus des livraisons massives d'armement. D'ailleurs, en 2012, le Hamas a fait feu sur Tel Aviv pour la première fois avec des Fajr 5, des missiles iraniens à longue portée. D'ailleurs, de très nombreux analystes pensent que l'Iran est impliqué dans la préparation et le lancement de l'attaque terroriste du 7 octobre du Hamas contre la population israélienne. Si cette participation se confirme un jour, alors quelles seront les conséquences? Est-ce que les USA oseraient franchir le pas et intervenir militairement en Iran? On regarde tout ça. L'Iran, la prochaine cible des USA? Les indices d'une implication iranienne dans la pire attaque terroriste contre le peuple juif depuis la Shoah sont très nombreux. Mais pour l'instant, pour éviter l'embrasement régional, les USA et Israël font l'autruche. Les agences de renseignement occidentales, et notamment celles des États-Unis, affirment qu'il n'y a pas de preuves concrètes, d'évidence solide pour justifier cette accusation. Qu'importe, qu'il soit impliqué ou pas, l'Iran a promis de riposter si Israël continuait son opération militaire dans la bande de Gaza. Et pas que l'Iran d'ailleurs. On s'attend vendredi
à la prise de parole à la télévision du chef du Hezbollah libanais qui a quelque chose à annoncer. On s'attend au pire et cela pourrait constituer un tournant majeur dans le conflit Israël-Hamas. Donc, si l'Iran ripostait, alors on pourrait s'attendre à une entrée en guerre de la superpuissance militaire nord-américaine. Mais pourquoi est-ce que la première puissance mondiale accepterait de livrer une guerre au nom d'Israël, avec tous les risques que cela implique? Mais pour plusieurs raisons en fait. Déjà, en plus d'être de très proches alliés, l'État hébreu est aussi d'une importance géostratégique cruciale pour les USA au Moyen-Orient, et ce depuis 1967. Durant la guerre froide, Israël a permis de contenir l'expansion de l'influence soviétique dans la région. D'une certaine manière, Israël fait pareil aujourd'hui en contrant la montée de l'islam radical. Israël sert d'avant-poste aux intérêts états-uniens, notamment en matière de renseignement et de puissance militaire. D'où le fait que leur alliance recouvre tout un tas de secteurs, comme l'économie, la défense, la recherche et développement et la tech. Donc, si l'Iran décide de déclarer la guerre à Israël, on est quasiment sûr que les États-Unis interviendraient immédiatement. Mais Israël est aussi capable d'agir seul, au moins de façon ponctuelle. Et ça, il a déjà prouvé à plusieurs reprises dans le passé. 10 mai 2018, Israël lance une frappe militaire massive contre des cibles iraniennes en Syrie. Mais l'inquiétude des USA, c'est pas un échange de tirs de missiles entre l'État hébreu et la République islamique d'Iran. Ok, il y aura des morts, mais on peut éviter que ça ne dégénère. Là où ça devient compliqué, c'est si l'Iran ou Israël décident d'utiliser leur arsenal nucléaire, ou si Israël cherche à profiter de l'occasion pour neutraliser les installations nucléaires de l'Iran. En fait, on ne sait pas trop où on en est aujourd'hui avec l'Iran. Plein de spécialistes pensent que l'Iran a déjà atteint le seuil d'enrichissement de l'uranium de 90%. Mais ils pensent aussi que l'Iran a encore besoin de 6 à 24 mois pour développer une arme nucléaire, puis pour la miniaturiser en une ogive et la faire tenir dans un missile. Un peu comme les Nord-Coréens. Ils savent faire une bombe, ils savent faire des missiles, mais ils ne savent pas encore mettre une bombe sur un missile. Bref, avec l'Iran, on avance dans le noir. Depuis le désengagement en 2018 du JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien par Donald Trump, on n'a aucune visibilité sur le développement du programme nucléaire iranien. En plus, les relevés satellites ne servent à rien parce que l'assemblage de missiles peut parfaitement être réalisé sous terre. Et puis vous pouvez être sûr que contrairement aux Syriens, les autorités iraniennes se sont assurées que les installations nucléaires militaires sont réparties sur l'ensemble du territoire iranien et sont souterraines pour justement éviter une attaque coordonnée des États-Unis et d'Israël. Or, cette situation effraie les autorités israéliennes. C'est la principale menace existentielle de l'État hébreu. Voilà ce qu'a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou il y a tout juste quelques mois. Comment empêcher un État voyou d'acquérir l'arme nucléaire? Vous en avez un qui s'appelle l'Irak de Saddam Hussein. Il a été stoppé par la force militaire, la nôtre. Vous en avez eu un deuxième qui s'appelle la Syrie, qui a tenté de développer des armes nucléaires. Et elle a été stoppée par l'action militaire, la nôtre. Netanyahou en février 2023. Autant vous dire que dans les cercles du pouvoir à Washington, on est très inquiet du risque d'escalade du conflit, surtout à cause de la doctrine Begin, qui est à la base de la stratégie de dissuasion israélienne. En cas de menace existentielle, Israël se considère légitime pour attaquer, même préventivement, une puissance ennemie. Et un Iran nucléaire, a fortiori, c'est une menace existentielle pour l'État hébreu. Aujourd'hui, la question iranienne est brûlante. L'interception par l'Iran de navires pétroliers en mai 2023, son soutien à la Russie, sa possible participation à l'attaque du 7 octobre contre Israël et maintenant la bombe A. Ça fait quand même pas mal de raisons de s'inquiéter. Le risque que les USA finissent par décider d'intervenir grimpe en flèche. Mais est-ce qu'une opération militaire des États-Unis serait vraiment efficace? On ne le sait pas encore, mais le Pentagone et l'administration Biden se préparent au pire. Les États-Unis vont envoyer un deuxième porte-avions en Méditerranée orientale. L'USS Eisenhower rejoindra l'USS Ford au large d'Israël. Alors, en cas d'affrontement de haute intensité, les USA auront besoin de bien plus que de seulement 2 porte-avions. Mais rappelez-vous qu'il y a déjà plein de bases militaires dans le secteur, genre au Qatar, en Arabie Saoudite, au Koweït, à Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis. Après, l'Iran possède tout de même l'un des principaux arsenaux du Moyen-Orient en termes de missiles balistiques à longue et moyenne portée, mais aussi de drones. Son armée est l'une des 20 plus puissantes au monde, dépassant même celle d'Israël dans certains domaines. Après, la puissance militaire états-unienne reste écrasante, mais elle pourrait ne pas suffire. Sauf qu'à la différence du Vietnam et de l'Afghanistan, il ne s'agirait pas ici d'une guerre d'occupation, mais d'une intervention rapide et brève.
Donc, en cas de guerre ouverte, la priorité des armées états-uniennes et israéliennes sera de cibler les installations d'enrichissement d'uranium pour neutraliser la capacité nucléaire de l'Iran. Par contre, le coût d'une telle opération militaire pourrait être dévastateur pour les USA et l'économie mondiale. Si les États-Unis prenaient la décision d'intervenir, l'Iran et ses alliés, comme le Hezbollah, riposteraient immédiatement contre les bases militaires US dans la région. Pareil pour le détroit d'Ormuz, un corridor maritime par lequel transite une grosse partie du pétrole en provenance du Moyen-Orient. L'Iran le verrouillerait, ce qui entraînerait des pénuries énergétiques partout et ce qui déstabiliserait gravement l'économie mondiale. Bref, entre le soutien à la Russie, le développement de son programme nucléaire militaire, les hostilités avec l'allié israélien, les relations états-uno-iraniennes sont très mauvaises. Si les USA entrent en guerre contre l'Iran, on devrait faire face à un embrasement régional qui aboutirait probablement en une victoire états-uno-israélienne et de leurs alliés dans la région, mais au prix d'immenses pertes. On ne peut que souhaiter une résolution rapide du conflit avant qu'il y ait d'escalade. L'équation, elle est simple. Tant qu'Israël et le Hamas se battent à Gaza, l'Iran menace de représailles directes. Si de telles représailles ont lieu, alors les USA riposteront. Et là, l'engrenage il est lancé. Il est presque inarrêtable. Voilà, c'est tout pour nous. À ton tour maintenant. À ton avis, est-ce que les États-Unis parviendront à dissuader l'Iran d'attaquer Israël? Et si la guerre éclate, est-ce que Washington soutiendra l'État hébreu tout comme il a soutenu l'Ukraine jusqu'à présent? Laisse-nous ta réponse en commentaire. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche un like, abonne-toi et fais tourner à tes potes. Tu peux aussi nous suivre sur Insta et LinkedIn pour pas louper les prochaines vidéos. Allez, à très vite pour plus d'actu en espérant qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale avant la prochaine vidéo.